Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Mathieu Bock-Côté, Philippe Carsanti et Philippe Guibert. Écoutons ce que disait ce matin Gérard Carrérou, invité de Sonia Mabrouk. Gérard Carrérou, grande voix d'Europe 1, spécialiste des États-Unis. Il passe plusieurs mois aux États-Unis chaque année et justement, il connaît bien la question. La politique du gros bâton, c'est un président des États-Unis du début du XXe siècle qui, chaque fois, a utilisé la force. Dans un premier temps, quand il n'arrivait pas à sortir d'un problème, il y allait très fort. Alors, il a dit, c'est le big stick, le gros bâton. Et ça, c'est la technique de Trump. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y va très fort, très loin, et il dit, comme quand il dit, attention, si j'ai pas d'accord le 20, je mets le feu au Proche-Orient. Bon, il n'aurait pas mis le feu au Proche-Orient, il n'aurait pas envoyé la bombe atomique, mais c'est sa méthode. Après quoi, les gens ont peur en disant « Oh là là, il est capable, peut-être qu'il peut faire ça », et du coup, il cède un peu de terrain, et lui, il reprend à ce moment-là la bombe. C'est ça la technique de Trump. Est-ce que vous êtes d'accord, Philippe Carsanti, sur cette méthode Trump analysée par Gérard Carrérou? Ça ressemble à la méthode du deal, et on a beaucoup dit ça, il y a même eu un livre là-dessus. Oui, alors son livre est très intéressant, The Art of the Deal, très intéressant, mais maintenant il faut aussi comprendre une chose, que Donald Trump, il peut aussi mettre ses menaces à exécution. Et pour ce qui concerne le Proche-Orient, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, ce que Gérard Carrérou vient de dire. Je pense que là, aujourd'hui, on nous a raconté, il y a 2-3 jours, qu'on aurait une libération d'otages sur 42 jours. Je pense que Donald Trump ne va pas attendre 42 jours. Je pense qu'il va y avoir des pressions qui vont être exercées sur les sponsors du Hamas, que sont le Qatar, l'Iran et le nouvel hôtel du Qatar, qui est la Turquie, membre de l'OTAN, pour accélérer ces processus. Et en fait, Donald Trump, il est dans une position où il va essayer de vraiment, dès le départ, d'imprimer sa marque et de montrer qu'il est en mesure d'agir sur la réalité. Il l'a fait dans les jours qui ont précédé sa présidence, c'est-à-dire dans les 2 mois et demi qui ont précédé sa présidence, en ayant une parole qui a eu des effets sur le terrain. Maintenant, je crois qu'il va vraiment, effectivement, faire changer les choses de façon rapide. Et si vous regardez les décrets, enfin les actes qu'il a signés, ils vont avoir un impact. Et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, ce ne sont pas des millions de gens qu'il va renvoyer à l'étranger, mais des milliers, et comme je le disais tout à l'heure, donc des OQTF, en gros des gens qui ont commis des crimes pour les expulser effectivement, mais aussi de bloquer la frontière. Et c'est ça qui est important, c'est arrêter le flot de clandestins qui entrent aux États-Unis. Alors, on a une information importante puisque pour l'instant, il ne s'était pas il n'avait pas commenté ces actes, mais Donald Trump a fustigé les grâces préventives de plusieurs personnalités qu'a fait Joe Biden à des membres de sa famille. Voilà ce que dit Donald Trump. J'allais parler des choses que Joe a faites aujourd'hui avec les grâces pour des personnes qui sont très, très coupables de crimes très grave. Voilà ce que dit il vient de gracier, Donald Trump. Il vient de gracier un homme qui a tué. Voilà. Il vient de gracier 5 personnes. Il vient de gracier. Non, mais ça, on parle des membres de la famille de Biden. 5 personnes de la famille. Plus Fauci, plus tous les gens de la commission du 6 janvier, voilà. Mais aussi, par exemple, récemment, j'ai plus le nom en tête, mais d'un criminel qui a tué 2 agents du FBI. Donc il y a vraiment des gens étonnants qu'il gracie dans ces procédures. Mathieu Bock-Côté. Il y a quelque chose d'un peu étonnant chez Biden, c'est-à-dire, voilà un homme qu'on nous a présenté en fait toute sa vie comme le pragmatique démocrate par excellence, c'est-à-dire il faut embrasser toutes les idées, il était d'abord de son camp. Et là, dans ces derniers jours, c'est comme s'il y avait une espèce de conversion gauchiste, je ne sais pas comment le dire, à moins qu'il ne protège plus largement une partie de l'establishment de Washington. Faut comprendre, si on a une vision plus large de ce que prétend faire Trump, notamment avec Robert F. Kennedy, il y a cette idée chez lui qu'une partie, c'est le fameux concept d'État profond, que une partie des élites américaines ont caché encore des opérations au fil du temps, et il prétend, on verra si c'est vrai, on verra si c'est une fiction, c'est une fabulation ou si c'est vrai, il prétend ouvrir en fait les secrets de l'État, comme à certains égards Musk a ouvert les secrets de Twitter en disant regardez ce qui était caché. Et de ce point de vue, il peut avoir un tournant dans l'histoire des États-Unis, parce que Trump lui-même considère une partie de son administration, le FBI, une partie de la CIA, beaucoup de ministères, comme fondamentalement il y a un agenda distinct du politique et des élus. Donc ça fait partie de la sociologie trumpienne des temps présents. Oui. Ce que vient de dire Mathieu est très important. Ménage. Oui, il vient très important. Philippe Carsanti. On attend la liste Epstein, on attend la liste de Diddy, le rappeur, etc., qui vont sortir aussi. Mais il y a aussi une autre possibilité par rapport aux grâces. Epstein, non. Epstein, non, mais ce qui est une chose encore très importante, c'est il est possible
que certaines des grâces n'aient pas, je parle pas de sa famille, mais des autres, n'aient pas été décidées par lui, mais par son administration. Il faut comprendre l'état aujourd'hui de Joe Biden. Non, mais l'état de Biden ne lui permet pas forcément de décider absolument de toutes les grâces qui ont été décidées par son administration. Philippe Guibert, et d'ailleurs on les a vus, les anciens présidents, tous ensemble, Clinton, Obama, Bush Junior, on les a tous vus et ils étaient en train de blaguer ensemble, ils étaient en train de se dire, t'as vu ce qu'il dit, machin. C'était assez cocasse, j'en aurais bien aimé avoir des micros à cet endroit-là très précis du Capitole. Pardon, Philippe Guibert. Vous avez raison, Biden arborait un sourire en coin, mais qui était un peu douloureux, et derrière Clinton semblait blaguer avec Hillary, son épouse. Ce qui m'a frappé dans ce discours... Clinton avec Bush et Bush avec Obama, enfin, c'est ce qu'on dit à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a l'establishment d'un côté, et puis il y a un candidat qui arrive en 2016 et qui maintenant revient en 2025, qui est contre l'establishment, c'est-à-dire qui arrive son discours et qui dit... son discours, dès le début du discours, sur la méritocratie, sur le fait qu'il n'y a plus de race, il n'y a plus de... C'est les Américains. Il parle de l'administration corrompue. Voilà, il parle de Biden, et Biden est derrière lui à 5 mètres. Oui. Et donc, j'ai trouvé qu'il faisait un discours extrêmement violent. Alors, est-ce que c'était en rapport avec les grâces dont on parlait, ou est-ce que c'était un propos plus général? J'ai eu l'impression que c'était un propos plus général, et qu'il y a une vraie volonté de la part de Trump de remettre en cause l'accord entre les pouvoirs qui faisait l'administration américaine des républicains aux démocrates. Et ça, c'est extrêmement frappant. Ce qu'on appelle l'uniparty. Il y a deux autres choses qui m'ont frappé dans son discours. C'est la religiosité. Ouais. C'est pas simplement qu'aux États-Unis, des représentants des religions s'expriment. Ils ont tous parlé, Ils ont tous parlé, c'est la tradition américaine. Mais lui, Trump, a dit cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Dieu m'a sauvé. Il faisait référence à l'attentat au moment où il a failli mourir par cette balle qui lui a touché l'oreille. Dieu m'a sauvé pour que je vienne restaurer la grandeur de l'Amérique. C'est vraiment la définition de l'homme providentiel. Et puis la deuxième, et ça c'était extrêmement frappant, il a eu des références à Dieu extrêmement nombreuses dans son discours. Elles sont pas si nombreuses, elles sont assez fréquentes aux États-Unis. Je pense qu'en matière de référence à Dieu, c'est le fameux Oh my God. Non mais Bill Clinton, en matière de référence à Dieu, je pense que Bill Clinton était imbattable. Il était imbattable. Est-ce que Bill Clinton avait dit Dieu m'a sauvé pour que je restaure la grandeur de l'Amérique? C'est assez. Je trouve c'est pas une critique de ma part, mais c'était. On a bien compris que c'était pas de l'ironie. J'ai eu un moment de doute, mais je rappelle ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a In God We Trust dans les tribunaux, il y a In God We Trust sur les billets de banque. Dieu est omniprésent. Et on dit God bless you quand on est terminé, ce que je disais tout à l'heure. Il y a God est partout. An act of God, c'est un cas de force majeur. Dieu est partout aux États-Unis. Il faut le comprendre, c'est vraiment important. Et en France, on a la laïcité. C'est un peu différent. Je voudrais à propos de France, je voudrais qu'on écoute François Bayrou qui appelle l'Union européenne à réagir pour ne pas être marginalisée par les États-Unis dans les prochaines années. Les États-Unis ont décidé d'une politique qui est une politique incroyablement dominatrice. Et si nous ne faisons rien, eh bien notre destin est très simple. Nous allons être dominés, nous allons être écrasés, nous allons être marginalisés. Et c'est une décision qui ne tient qu'à nous, les Français et les Européens. Parce qu'évidemment, sans Europe, c'est impossible de le faire. C'est assez amusant, Philippe Guibert, comme l'Europe se barricade, a peur, alors que le monde entier, hors Europe, accueille Donald Trump comme un partenaire, en fait. Oui, mais parce l'Europe s'est conduite sur l'idée de non-puissance. Donc, elle s'est construite comme un grand marché. Donc, elle s'est pas construite comme une puissance politique. Et justement, la deuxième caractéristique du discours de Trump, c'est le grand retour du politique, de l'exceptionnalisme américain. Et par rapport à ça, il est évident que l'Europe et chacun de ces pays n'est absolument pas préparé. Il ne s'est pas préparé puisque la logique qui a présidé à la construction de l'Union européenne, c'était pas une logique de souveraineté, c'était une logique purement économique et financière, fondée sur la libre circulation des capitaux, des hommes et des biens. Et donc on aurait peut-être dû rester là, d'ailleurs. Oui, mais c'est peut-être la fin de ce qu'on a appelé. Ça pose deux questions. Est-ce que c'est la fin de ce qu'on a appelé la mondialisation libérale? Et deuxième question, est-ce que il y a encore un camp transatlantique? Est-ce qu'on peut encore dire que les États-Unis et l'Europe sont des alliés? Ça dépend des pays d'Europe. Ça, c'est toute la réponse à la question. Mathieu Bock-Côté. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu triste, en fait, avec l'Europe. Je parle pas évidemment de chaque pays ou de la civilisation europééenne, mais les élites européistes qui me font penser aujourd'hui
à des leaders de la RDA qui, en 88 ou en 89, auraient dit « le socialisme a beaucoup d'avenir ». Il y a quelque chose d'une inconscience par rapport à l'effondrement d'une idéologie à laquelle ils ne peuvent pas renoncer parce qu'elle est par ailleurs liée à leur poste. C'est-à-dire que c'est une nomenclatura qui se maintient en poste. Par ailleurs, l'Europe... Nomenclatura égale establishment. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et ensuite, j'ajouterais que l'Europe, contrairement à ce qu'on dit, sait faire preuve de puissance contre ces nations. C'est-à-dire que moi, quand Mme von der Leyen dit, il faut pas l'oublier, à propos de l'Italie au moment des élections l'élection de Mme Meloni, si ça tourne mal, moi ça m'avait frappé cette fois-là, si ça tourne mal, on a les instruments nécessaires pour être capable de rétablir la situation. De même avec Orban, lorsqu'il s'agit de mater un modèle politique dissident à l'intérieur de l'Union européenne. Donc je trouve qu'il y a une ambition de puissance retournée contre la civilisation européenne qui vient de l'idéologie européiste. Donc voyant cela, au dernier point, si je peux me permettre, Philippe Guibert a raison de parler du retour du politique. Notez le grand contraste, je ne peux m'empêcher de le dire parce que je suis méchant, entre le discours de politique générale de François Bayrou et le discours de Donald Trump. Il y a quand même quelque chose là-dedans. C'est ce que j'allais vous demander, parce que c'est quand même, on est en train de réagir à un sonore de François Bayrou. Mais j'y peux rien. Je note que le dernier discours fleuve que j'ai dû analyser et qui durait très longtemps, donc théoriquement ça veut dire qu'on a le temps de dire beaucoup de choses, eh bien c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, le discours de Trump, qui évidemment est brutal, le type a toujours un style brutal, il changera pas, eh bien c'est là, le big stick, comme dit Carrero. Oui, mais il dit quelque chose d'assez musclé. Mais bon, c'est peut-être aussi le signe d'une forme de dévitalisation d'un côté et de vitalité un peu brutale et barbare de l'autre. Est-ce qu'on peut faire remarquer quand même que la situation politique de François Bayrou sans majorité n'est pas exactement celle de Donald Trump? C'est l'opposé. Qui arrive avec un congrès où il est majoritaire, une Cour suprême qui est majoritairement de son côté, et c'est ce qui est d'ailleurs incroyable. Les États-Unis, qui sont le pays des contre-pouvoirs, ça a été théorisé comme ça en 1787, là se retrouve avec un pouvoir qui va devenir hyper uniforme. Les contre-pouvoirs sont encore là, ils sont constitutionnellement présents. Ensuite, il n'est pas interdit au parti de gagner tous les postes. Attends, mais juste une chose importante. Une chose importante. La Cour suprême, par exemple, la majorité a été nommée par Trump. Mais regardez une chose importante quand même. La chose importante, elle arrivera juste après le rappel des titres de l'actualité. Une courte pause et on retrouve Maël Hassani. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Mathieu Bock-Côté, Philippe Carsanti, Philippe Guibert pour analyser ce discours synthétique et à la fois très offensif de Donald Trump qui s'en prend aux immigrés clandestins qu'il veut retourner notamment au Mexique, sur le retour de l'âge d'or, le retour de la compétitivité américaine et mettre au centre les Américains avant tout le monde. Et puis voilà, c'est digression également sur, par exemple, le canal de Panama ou encore le golfe du Mexique. On écoute Donald Trump. Dans peu de temps, nous allons changer le nom du golfe du Mexique. Nous le rebaptiserons le golfe d'Amérique. William McKinley, grand président américain. La Chine opère le canal de Panama. Et nous n'avons pas donné ce canal à la Chine, nous l'avons donné au Panama et nous allons le reprendre. Que pensez de ça, Philippe Carsanti? Alors, je voudrais juste revenir sur ce qui était très important que je n'ai pas pu dire. Oui, mais bon. À Philippe, juste une chose importante par rapport au contre-pouvoir. Les gens font ce qu'ils veulent ici. Non, mais... Moi, je vais m'en aller, vous allez faire l'émission. Non, mais je voulais juste répondre, c'est important. C'est que, par exemple, aux États-Unis, les contre-pouvoirs font que quand un président décide de nommer un ambassadeur ou décide de nommer un ministre, il doit être validé par le Congrès. Par exemple, ce qui s'est passé avec Matt Gaetz, il savait qu'il allait être rejeté par les sénateurs, donc il s'est retiré. C'est pour ça qu'il a eu Pam Bondi. En France, on a eu par exemple Stéphane Séjourné, par exemple, ministre des Affaires étrangères. Je ne suis pas certain que dans un monde normal, on aurait pu avoir un ministre comme ça. Maintenant, pour ce que dit Donald Trump par rapport au canal de Panama. Le canal de Panama, c'est très important parce que c'est vraiment un endroit stratégique qui est actuellement contrôlé factuellement par une entreprise chinoise qui s'appelle Hutchinson, une entreprise chinoise qui est basée à Hong Kong, et donc par le Parti communiste chinois. C'est le premier point. Pour ce qui concerne le Groenland, il y a aussi une menace sérieuse des Russes et des Chinois de s'emparer d'une partie du Groenland et de le contrôler
pour ce qui concerne les routes du Nord. Donc c'est important pour les États-Unis. Réponse du président panaméen José Raúl Mulino: je me dois de rejeter intégralement les propos tenus par le président Donald Trump. Le canal appartient et continuera d'appartenir au Panama. Mathieu Bock-Côté. C'est là qu'on voit qu'il y a un changement de doctrine de la part des Américains. On pourrait dire que depuis Wilson, mais surtout depuis la chute du mur de Berlin, les Américains se voyaient comme la puissance du leadership démocratique global. Là, on change de registre. Trump considère qu'il y a une pluralité d'espaces d'influence en ce monde, qu'il y a une puissance de référence chaque fois. Donc la Chine a son espace de référence, la Russie a le sien, l'Europe pourrait avoir le sien, je devine théoriquement, l'Inde aussi. Et il dit l'Amérique du Nord est mon domaine. Donc ça, de ce point de vue, c'est son côté, c'est le traitement de l'étranger proche, comme on disait autrefois, de l'autre côté du mur. Ce qui est particulier, cela dit, c'est que lorsqu'ils disent, les États-Unis ont des revendications sur le Groenland, bon, pourquoi pas, passe encore. Mais lorsqu'ils disent qu'il est prêt à l'annexer militairement potentiellement, là, c'est autre chose. Ça consiste à attaquer un pays, le Groenland, qui est lié au Danemark, qui est membre de l'OTAN. Donc, c'est l'idée d'un conflit militaire entre membres de l'OTAN. Là, il y a quelque chose de lunaire. Et je pense que quand on tombe la part de fantaisie négative chez Trump, c'est lorsqu'il dit « Et le canal le golfe du Mexique, on change le nom parce que ça me plaît pas. » Là, il y a quelque chose chez lui qui le rend ridicule et il n'a pas besoin de ça. Ouais, même si dans toutes les, conquêtes territoriales, c'est presque le moins grave de tout ça, puisque c'est juste c'est le moins grave. C'est là que cette part de fantaisie devient ridicule. C'est pour ça que vous parliez de fantaisie. Pour le reste, par ailleurs, j'y reviens, on est avec Trump n'est pas du tout, contrairement à ce que j'ai souvent entendu, un isolationniste. Ah non, pas du tout. C'est un unilatéraliste. C'est pas la même chose. Absolument. C'est-à-dire, il pense que les Américains ont un rôle dans le monde, mais en fonction de leurs intérêts, sans la médiation des instances de la gouvernance globale, mais il n'a pas le côté, la vieille tradition isolationniste qui était celle, par exemple, de Pat Buchanan. Oui, mais on s'en souvient. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand Emmanuel Macron, pour la première fois qu'il allait à Washington, souvenez-vous, sur le tarmac de l'aéroport, il insistait sur le multilatéralisme pour justement contredire l'unilatéralisme de Donald Trump. Attendez, Philippe Kersanti, vous n'êtes pas tout seul ici. Philippe Guibert, ça va maintenant, hein? Mathieu a complètement raison sur le fait que Trump n'est absolument pas un isolationniste, mais effectivement, il sort du multilatéralisme qui allait avec la mondialisation depuis les années 90. Il y a un point qui était absent du discours de Trump, c'est l'OTAN. Justement, parce que vous y faisiez référence à travers la question du Danemark et du Groenland. Très important, vous avez raison. La question de l'OTAN est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante pour nous, Européens et Français en particulier, dans la mesure où Trump avait dit aux Européens pendant sa campagne électorale, vous ne payez pas assez pour votre défense. C'est-à-dire qu'on assure votre parapluie militaire, mais vous ne contribuez pas assez. Il n'avait pas entièrement tort, Trump, sur le plan strictement budgétaire. Là, je connais un pays qui a bien fait les choses. Enfin, bon, il a fait les choses aux yeux de Trump, évidemment. Bon, oui, voilà. Et aux yeux des États-Unis en général, parce que Biden était bien content aussi. Oui, effectivement, la Pologne. Mais là, il n'en a pas du tout parlé. Il a parlé des taxes douanières. Donc là, nos oreilles européennes ont sifflé et on va souffrir. Même si le montant des taxes, on en rediscutera. Mais sur l'aspect militaire et défense qui est absolument fondamental, c'est pour moi le grand absent du discours de Trump. Est-ce que ça signifie que pour lui, l'OTAN n'est pas un objectif prioritaire et qu'il est dans une logique, comme le disait Mathieu à propos, par exemple, du Danemark ou d'autres pays? On verra. Mais c'est un point à suivre de près. Philippe Kersanti. Donc j'ai le droit de parler. Donc oui, ça va. Faites pas votre victime non plus. Alors, de la liberté d'expression. Voilà. Il y a une chose importante, je crois, qui n'a pas été beaucoup commentée en France, c'est le discours de Marco Rubio au Sénat lors de son audition. Je ne sais pas si peut-être que vous l'avez fait sur CNews. Le sénateur, le gouverneur. Non, maintenant, qui est le futur ministre des Affaires étrangères. A dit une chose. En gros, le monde va changer. C'est-à-dire que l'ONU qui ne fonctionne pas, toutes les organisations internationales qui ne fonctionnent pas, qui rendent le monde ingérable, les États-Unis ont décidé d'y mettre fin. C'est-à-dire que tout ce système complètement incroyable, vous avez une cour pénale internationale, une cour internationale de justice qui se mêle de tout et qui est complètement politisée. Il y a vraiment une démarche des États-Unis dont Trump n'a pas parlé là, mais qui a été annoncé par son représentant, par son futur ministre des Affaires étrangères, qui va vraiment changer. Et il va vraiment falloir s'habituer. On va pas comprendre. Avec notre petit raisonnement, l'ONU a déclaré le droit international. Le droit international va changer. Oui, mais est-ce que l'ONU représente encore aujourd'hui quelque chose? Non, c'est justement. Pour les Européens, oui. Les Européens continuent de voir dans le système onusien, quelque part, comme le point culminant de la légitimité progressiste. Or, on change de monde, et ce qui est assez particulier, c'est que l'Europe occidentale est la dernière à croire à un système abandonné par tous. Et de ce point de vue, l'Europe occidentale elle s'accroche à
à certains principes souvent désincarnés, Oui. en ne faisant pas l'expérience de la puissance. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que, comment dirais-je, la Russie fait partie intégrante de l'ONU et du Conseil de sécurité, et que désormais, alors on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais comme Trump a annoncé la fin des guerres, on imagine qu'il va mettre, de la même façon qu'il a fait beaucoup pour le Proche-Orient, il va mettre un bitcoin, ou en tout cas une pièce de 25 cents dans le jukebox pour faire peut-être tourner quelque chose entre l'Ukraine et la Russie. Ça veut dire peut-être qu'il se rapprochera de Poutine. De là à ce qu'il y ait un dégel de l'économie russe et de la politique russe, je ne sais pas. Mais je suis absolument pas sûr que ce soit mis de côté. Voilà. Mathieu disait l'ONU, c'est le point culminant du progressisme. Enfin, c'est surtout le point culminant théoriquement du droit international. Le fait que l'ONU ait disparu, c'est celui qui tient, qui est garant théoriquement. Je dis pas qu'il le fait. C'était d'une certaine manière le gendarme du monde, mais aujourd'hui, c'est difficile. Le fait que à cause de l'unanimité d'ailleurs. C'est-à-dire que quand le Conseil de sécurité de l'ONU, quand il doit se mettre d'accord, il doit être l'unanimité. Qu'est-ce que vous voulez ? Il suffit d'un vote des Russes et un vote de la Chine, c'est foutu. Il n'y a plus rien. Exactement. Quand le Conseil de sécurité est gelé pour cause de veto, l'ONU ne sert à rien. C'est redevenu un machin, et moins qu'un machin, comme le disait le général de Gaulle. Et donc là, est-ce que Trump va impulser une redéfinition des régulations internationales par de l'unilatéralisme qui suppose du bilatéralisme, c'est-à-dire des négociations directes, et des directes, c'est ça la grande question.